Donc, je suis donc allemande et je m'excuse d'avance pour les probables fautes de français que je vais faire. Merci. Et donc aujourd'hui, le thème, comme vous l'avez tellement bien précisé, c'est les compétences émotionnelles et les émotions. Et qu'est-ce que la recherche nous en dit et comment on peut traduire cela en application au monde du travail. Donc pour commencer, je vous ai cherché une image. En fait, cette image, on l'utilise en formation et généralement, quand on interroge les personnes, ils nous disent « oui, ça évoque des émotions. Ça évoque une peur, ça peut évoquer aussi de l'admiration pour la force d'un tel animal. » Et vous vous dites peut-être « bon, c'est un stimuli très très fort. Qu'est-ce que ça peut avoir dans mes activités de management au quotidien ?» Donc quand on regarde les activités à valeur ajoutée des managers et dirigeants, il y a un côté où on établit une vision, on la transmet, on communique, on négocie, on prend du recul face à des situations, on aide l'autre à prendre du recul, et j'en passe. Et toutes ces activités-là, ils sont influencés par l'émotion. Et quand on regarde maintenant les compétences émotionnelles, ils vont nous servir à quoi? Ils vont nous permettre d'analyser l'impact des émotions sur nos comportements, sur nos raisonnements, et ensuite de réfléchir comment les utiliser de manière stratégique pour augmenter son efficacité individuelle, mais également celle de ses équipes. Donc, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette conférence. En introduction, je fais un bref historique pour ensuite vraiment, il y a une grande partie qui portera sur la définition de l'émotion. Ensuite, il y aura un exemple de l'émotion et du rôle de l'émotion dans la prise de décision pour détailler dans une deuxième grande partie les compétences émotionnelles avec les deux pôles, les compétences analytiques et les compétences stratégiques. Et enfin, pour ne pas faire trop de théorie, on finira avec un dernier point sur concrètement au quotidien, qu'est-ce que tout ça, ça m'apporte. Alors, commençons par un bref historique. Il y a une opposition ancienne qu'on trouve et qui remonte aux stoïciens et aux romantiques, c'est d'un côté, on a la raison, les processus évolués, et de l'autre côté, la passion, l'irrationalité, et ces deux choses semblent s'opposer. Les stoïciens, ils érigent la cognition au principe même, alors que les romantiques, c'est plutôt du côté de l'émotion. Aujourd'hui, au fur et à mesure, cette opposition, elle est plus tenable, notamment grâce aux recherches de la neuroscience. Alors, un peu d'historique, comment aujourd'hui on arrive à l'idée que les émotions sont adaptatives, que peut-être c'est même une forme d'intelligence. Cela remonte à Darwin, qui lui est le premier auteur qui parle des émotions comme un processus adaptatif qui sert la survie de l'espèce. Ensuite, on voit Thorndike, 1920, qui commence à parler du concept d'intelligence multiple. Il propose une forme d'intelligence académique et une forme d'intelligence sociale qui est autour de s'adapter dans les interactions et dans les interrelations. Puis on a Wechsler, dès 1940, qui, lui, part d'un autre point, c'est plutôt du point de la mesure. Comme vous savez certainement, il a développé un test d'intelligence pour mesurer le QI, et il avance que les variations qu'on trouve dans ce test ne peuvent pas s'expliquer uniquement par les performances académiques, mais qu'il y a autre chose qui explique ces performances, et ce sera notamment autour de l'émotion. Enfin, on a encore Gardner, qui lui parle vraiment il a recensé 8 formes d'intelligence différentes, notamment 2 formes qui nous intéressent dans l'évolution du concept d'intelligence émotionnelle. C'est les formes d'intelligence intrapersonnelle, qui concernent la gestion de soi, comment se automotiver, comment atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et de l'autre côté, l'intelligence intrapersonnelle, qui, elle, concerne en fait l'adaptation du format d'interaction selon l'interlocuteur. Je ne vais pas utiliser le même style d'interaction selon l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Donc ce concept a été travaillé dans l'histoire pour trouver vraiment un déploiement autour des années 66 à 95 par les auteurs Goleman, certainement
un des auteurs qui a contribué à introduire l'intelligence émotionnelle dans la vie quotidienne. Il l'a vulgarisé, il l'a emmené dans une forme beaucoup moins scientifique et abordable. Et puis on a Mayer et Salovey qui sont plutôt des scientifiques et qui ont développé ce concept du point de vue de la mesure, de comment l'évaluer chez les personnes. Et donc c'est autour de ces années-là que ce concept prend vraiment place dans la communauté scientifique. Aujourd'hui, malgré un ensemble de divergences, quelques éléments d'un consensus semblent se dégager. Donc la première chose, c'est l'intelligence émotionnelle est vraiment considérée comme une compétence qui nous permet de nous adapter de manière réussie. Peut-être le terme n'est pas très bien choisi. En anglais, on dit successful. C'est s'adapter de manière réussie à des événements émotionnels. Et l'autre point commun, le consensus d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle dans le processus adaptatif concomitant aux expériences émotionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que moi, peut-être je gère les événements émotionnels différemment que vous ou encore un autre collègue. Donc on a une variabilité. Les gens ne sont pas égaux face aux événements émotionnels. Donc après ce bref historique, allons voir maintenant qu'est-ce que c'est vraiment l'émotion. L'émotion, de manière générale, on peut la définir comme générée par un événement. L'émotion n'apparaît pas tout simplement comme ça, il y a un déclencheur. Ce déclencheur peut être à la fois interne ou externe. Il peut être interne dans la mesure où ça peut être un besoin à moi, ou ça peut être externe parce que ça peut être un élément de la situation. Si on traverse une rue et il y a une voiture qui arrive, qui nous écrase presque, ben c'est un événement externe. Et on va avoir de la surprise ou de la peur. Donc on a un événement qui va entraîner ou pas le déclenchement d'une émotion. De l'autre côté, l'émotion, elle est définie, ou on pourra dire elle se manifeste par des composantes. Une émotion, elle va affecter notre pensée. Il va y avoir quelque chose dans notre tête qui se passe. Je peux me dire, oh là, je ne sais pas comment faire, c'est de l'incertitude. Donc, on se dit quelque chose dans notre tête. Il y a également une composante physiologique. La colère, par exemple, on va avoir une activation de nos muscles, notre corps va être préparé à l'action, donc il y a des changements physiologiques concomitants à une émotion. Aussi bien, il y a une expression faciale. Le visage de la colère ou de la surprise, on le connaît tous. Une autre composante de l'émotion, c'est les tendances à l'action, c'est le comportement. Si on est en colère, on a peut-être envie de frapper avec la main sur la table ou de sortir notre colère par notre corps. Donc il y a un comportement qui s'ensuit. Et enfin, on trouve le sentiment subjectif. Ça peut être j'ai quelque chose en moi, je suis tendue à l'intérieur, je ressens un peu de colère, j'ai un peu d'agacement. Donc ça, c'est le côté du sentiment subjectif. Donc pour résumer, on a un événement qui déclenche une émotion et cette émotion se manifeste à travers différentes composantes. Regardons maintenant un peu plus en détail cette histoire de l'événement déclencheur. Ce n'est pas l'événement en tant que tel qui déclenche l'émotion. Non, c'est la perception et notamment l'évaluation que nous allons faire du stimulus qui va entraîner ou pas une émotion. Peut-être pour certaines personnes, faire une conférence devant 200 personnes déclenche aucune émotion, parce que c'est quelque chose où ils sont entraînés. Alors pour moi, c'est encore quelque chose d'assez nouveau, et ça déclenche de l'émotion. Alors c'est mon évaluation qui va déclencher ou pas une émotion. Juste un petit point sur les rouages neurobiologiques, parce que quand on parle de déclenchement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui passe au niveau de notre corps. Alors, on a un stimulus émotionnel qui arrive sur notre thalamus. C'est une petite glande dans notre cerveau qui va distribuer l'information. Et notamment, il y a une voie où il emmène l'information au cortex sensoriel. C'est la partie, il se trouve dans la partie préfrontale de notre tête. Et puis, du cortex sensoriel, ça repart à l'amygdale, qui est un ensemble d'une vingtaine de glandes et qui est au cœur de tout ce qui a trait à l'émotion. Et c'est à partir de là qu'on va avoir une réponse.
arrêtons-nous un instant sur quel processus se passe dans ce préfrontal. Parce que l'émotion, elle influence donc tous ces processus-là. Donc on a le contrôle de soi qui est sous l'influence de l'émotion. On a la prise de décision, l'évaluation des conséquences, la régulation de nos comportements, la mémoire de travail et encore plein d'autres éléments qui ont lieu dans notre cortex préfrontal. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution, elle a bien fait les choses. Elle a fait en sorte qu'en fait, on a aussi une voie courte. Ça veut dire, des fois, il y a un stimulus émotionnel, il déclenche une émotion d'une très très forte intensité, et là, en fait, l'émotion va court-circuiter notre cortex préfrontal. Et c'est à noter, c'est 2 fois plus rapide, du coup, le traitement de l'émotion. Et ça peut aboutir à des scénarios, comme nous avons vu, à la Coupe du Monde du foot. Donc, je résume. Le rôle adaptatif de l'émotion. On a 3 principaux rôles. On a le rôle dans le traitement de l'information, on a le rôle dans la communication et on a un rôle de la préparation à l'action. Et je vais détailler maintenant un exemple, c'est le rôle de l'émotion dans la prise de décision. Alors, qu'est-ce que c'est prendre une décision? Prendre une décision, c'est choisir une réponse. On doit prendre une décision, on a plusieurs alternatives possibles et il faut qu'on choisisse entre ces plusieurs alternatives. Et il y a également un facteur temps qui intervient. On ne peut pas réfléchir pendant 100 ans sur notre choix. Donc, comme ça, la situation, elle est déjà passée. Et notamment Damasio, un chercheur qui nous vient de la neurophysiologie des émotions, il a étudié des lésions cérébrales. Il a constaté que des personnes ayant des atteintes au niveau de l'amygdale, donc cet ensemble d'une vingtaine de glandes, ils sont incapables de prendre des décisions. Donc cela montre bien que, sans émotion, on ne peut pas prendre de décision. Un autre élément, pourquoi sans émotion on ne peut pas prendre de décision, c'est que s'il faut prendre une décision rapide, c'est pas possible de vraiment prendre tous les choix possibles, de les analyser dans le plus petit détail, on va se perdre et on ne va jamais arriver à prendre une décision. Et aussi, nos capacités attentionnelles et notre mémoire, ils sont limités. Donc du coup, on ne pourra même pas garder en mémoire toute l'analyse des choix possibles qu'on peut faire pour prendre enfin cette décision. Donc comment est-ce que ça marche dans notre cerveau pour prendre une décision rapide? Et bien là interviennent les émotions. Damasio parle de marqueurs somatiques. Qu'est-ce que c'est ce truc-là, en fait? On va avoir... Lorsqu'on doit prendre un choix, on va visualiser dans notre esprit, même de manière très très rapide, les conséquences néfastes d'une réponse que nous pourrions choisir. Et du coup, on va ressentir une sensation déplaisante, ce qui est un état de notre corps. Et c'est ces 2 éléments-là qui vont faire qu'on va pouvoir faire une réponse rapide. Les marqueurs somatiques, ils fonctionnent ainsi comme un signal d'alarme. Il ne faut vraiment pas que je prenne cette décision-là, il faut que je prenne un autre choix. Et c'est un système d'appréciation automatique. C'est si on le veut ou si on ne le veut pas, ce système fonctionne. Et aussi, c'est très pratique parce que ça nous donne des indications de l'orientation. Si j'ai une émotion déplaisante, je ne vais pas y aller directement, mais je vais peut-être y aller un peu plus lentement et revoir tous les éléments de ma prise de décision. Donc ceci pour l'introduction. Qu'est-ce que c'est la prise de décision de manière générale? Et maintenant, dans le management, un cas particulier de la prise de décision. Dans le management, la prise de décision implique d'importantes actions et de ressources. Et aussi, ces décisions affectent le résultat de l'entreprise. C'est un peu la particularité de la prise de décision dans le management. Une collègue à moi, elle a mené une étude sur les émotions dans la prise de décision managériale et elle a subdivisé le processus de décision en 2 phases. Donc, il y a un côté la phase où on génère les idées, on génère les différentes réponses possibles. Donc, c'est la première phase du processus de décision. Et ensuite, ces différentes idées générées sont évaluées
et sélectionner lesquels est-ce que je vais finalement mettre en œuvre. Elle a pris un modèle des émotions en 4 grandes catégories. Il y a un côté où on a des émotions antagonistes, qui sont par exemple le mépris, la colère, le dégoût, l'envie. Elle a pris des émotions d'accomplissement, qui sont la fierté, l'exaltation, la joie ou la satisfaction. Elle a pris les émotions de résignation, qui sont plutôt donc la culpabilité, la honte, la peur ou la tristesse. Et enfin, les émotions d'approche, qui sont des émotions de soulagement, d'intérêt, d'espoir et de surprise. Et elle a étudié ces 4 types ou catégories d'émotions dans les 2 phases du processus de décision. Alors, qu'est-ce que ça donne? On observe que les émotions antagonistes sont liées positivement à la génération d'idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ressens la colère, le dégoût ou des émotions donc antagonistes, je vais pouvoir générer davantage de solutions possibles. Aussi, quand on regarde maintenant le lien avec la sélection des réponses, on constate un lien négatif. Alors, si je suis en colère, la sélection de mes choix est généralement moins bonne. Et on constate également, au niveau de l'équipe, une baisse de la cohésion pour cette phase de la sélection des idées. Pour les émotions de la résignation, donc je reprends la peur, la tristesse, etc., on observe un lien positif avec la génération des idées. Donc si j'ai de la peur, encore une fois, je vais trouver plusieurs solutions possibles. Et ces émotions-là augmentent la cohésion de l'équipe. Ça rapproche les membres. Par contre, pour la deuxième phase, on n'observe aucun lien. Pour les émotions d'accomplissement, peut-être c'est un peu surprenant, mais on trouve un lien négatif avec tout. Alors, si on est joyeux, si on est vraiment fier, on a des émotions de forte intensité, ben cela est défavorable au processus de décision dans sa totalité. Les émotions d'approche, quand ils sont d'intensité moyenne, pas trop forts ni trop faibles, c'est là où ils favorisent le processus de décision lors de la première et de la deuxième phase. Cependant, quand ils sont de forte intensité, là encore, c'est défavorable au processus de décision. Donc, en fin de compte, faire attention à l'intensité des émotions quand on décide, c'est favorable à notre processus de décision. Après avoir fait ce tour sur les émotions, la définition et son rôle, on va rentrer un peu plus en détail sur ce thème par les compétences émotionnelles. Donc les compétences émotionnelles dans le management, dans un premier temps, déjà, je définis ce que sont les compétences émotionnelles pour ensuite détailler chacune d'elles avec des petits exemples. Donc, les compétences émotionnelles, de manière générale, sont définies comme l'ensemble des capacités à traiter les émotions et ou les informations émotionnelles en général. Nous recensons 5 compétences différentes. Un pôle de compétences analytiques qui regroupe les compétences émotionnelles d'identifier les émotions et de comprendre les émotions, et un pôle de compétences plus stratégiques qui, lui, regroupe les compétences de réguler les émotions, de les exprimer de manière intentionnelle et de les utiliser. Oui, d'accord. Merci. Juste un petit point encore, à quoi nous servent en entreprise les compétences émotionnelles? Les études montrent que les compétences émotionnelles nous permettent de gérer plus facilement notre stress. Parce que l'émotion, elle est au cœur du stress. Et donc, si on arrive à bien gérer nos émotions, cela affecte aussi la gestion du stress. Aussi, elle facilite la gestion des relations, que ce soit maintenant la gestion des conflits ou aussi simplement de dire non, parce que ça coûte aussi souvent en termes émotionnels de faire un refus à quelqu'un ou de faire un feedback, d'ailleurs qu'il soit positif ou négatif. Aussi, ce qu'on vient de voir, ça facilite donc le processus de la prise de décision si on veille à l'intensité. Et une autre donnée qu'on trouve, c'est les émotions
et les compétences émotionnelles favorisent la créativité et l'innovation, parce que souvent, ils ouvrent et ils créent une ouverture pour notamment des idées alternatives. Pas toutes les émotions, mais des émotions spécifiques. Donc commençons par le pôle des compétences analytiques. Identifier les émotions. Pourquoi est-ce qu'il faut identifier les émotions? À quoi ça nous sert de les identifier? L'émotion, elle est une source d'information. L'émotion est un message. L'émotion nous renseigne sur nous-mêmes. Comment nous on va? L'émotion nous renseigne aussi sur autrui et la relation que nous avons à l'autre. Et enfin aussi sur notre environnement. Est-ce qu'il est menaçant? Est-ce qu'il est protecteur? L'émotion est une source d'information. Et si on l'inhibe, si on la réprime, c'est qu'on passe à côté d'un message essentiel pour notre adaptation et pour l'adaptation aussi de l'autre. Dans cette partie de l'identification de l'émotion chez soi et autrui, on va détailler chez soi un élément, c'est identifié grâce aux différentes composantes de l'émotion que je viens de définir succinctement en introduction. Et puis aussi, on va parler de la compétence du vocabulaire, parce que ça aussi, pour identifier, c'est important de savoir mettre des mots sur notre vécu émotionnel. Et puis, on fera une partie chez l'autre, notamment grâce à la communication. Et j'ai oublié sur mon slide, c'est aussi l'expression verbale, bien sûr, non verbale. Donc, identifier chez soi, identifier grâce aux composantes. Je les ai déjà succinctement décrits en introduction et maintenant, on va aller un peu plus en détail, notamment grâce à l'exemple de la colère. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la colère, j'ai l'émotion de la colère, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées, au niveau de ma cognition? Les personnes peuvent se dire, on m'empêche de faire ce que je désire. Ça, c'est concomitant quand on a de la colère, où je me fais insulter, je suis frustrée, je suis non satisfait. C'est les éléments de notre pensée qui peuvent accompagner la colère. Puis au niveau neurophysiologique, notre corps se prépare. On a une accélération du rythme cardiaque et aussi du rythme respiratoire. Les muscles se tendent. C'est ces fameuses idées autour du fight or flight, attaque ou évitement. Donc le corps se prépare. Les tendances à l'action vont être autour de frapper, détruire, ou on va jurer. Mais en tous les cas, il faut sortir la colère de quelque manière que ce soit. On ne le fait peut-être pas toujours sur le lieu de travail ou dans certaines situations, mais il y a cette tendance à l'action qui se réveille en nous quand on a une émotion. Au niveau de l'expression donc posturale, gestuelle, faciale, on va observer généralement des sourcils tirés vers le bas, les dents visibles plus ou moins, la tête en arrière. Donc l'émotion a un visage. Et puis on a l'expérience subjective, qui est autour d'une sensation d'un bouillonnement interne. On ressent une force, une vigueur, on est prêt à attaquer, une pulsion ou un sentiment d'injustice. On peut aussi dire je ressens un énervement, je ressens de la colère, de la rage. Donc l'émotion se manifeste à chaque fois par ces différentes composantes. Et c'est grâce à ça aussi qu'on va pouvoir l'identifier. C'est un des éléments qui nous permet de les différencier. Quand on pleure de joie ou on pleure de tristesse, on a dans tous les deux cas un comportement où on pleure. Mais les autres composantes, ça ne va pas du tout être la même chose. Donc c'est un élément qui nous permet de bien différencier dans quel état émotionnel est-ce que nous nous trouvons. Donc ce que je venais de dire à la fin, c'est aussi on a un certain vocabulaire pour nommer nos émotions, pour les discriminer. Et notamment grâce à l'intensité. Veuillez m'excuser, je ne sais pas pourquoi il saute sans que je fasse quelque chose. Donc, discriminer les émotions, c'est notamment aussi savoir est-ce que j'ai de la colère ou est-ce que j'ai un agacement. C'est
les situer finement entre elles. C'est pas grave. Et quand on regarde, donc il y a un continuum d'émotions. On peut aller d'une émotion très faiblement intense, elle peut devenir plus en plus intense, et ainsi de suite. Et c'est un peu là l'exemple de la colère. On a l'énervement, un léger agacement, puis on arrive à de la colère, à la rage, à la haine. Et ces émotions se situent, donc une émotion, on peut la discriminer en intensité, mais il y a également des émotions qui semblent proches, mais qui ne le sont pas tout à fait. Prenons un exemple ici, j'ajoute aussi la joie pour ne pas être tout le temps sur l'exemple de la colère. Alors la colère, elle est notamment à distinguer de ce qu'il y a autour de l'irritation, de la frustration. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si je dis à quelqu'un « je suis en colère », ou je me le dis à moi-même alors que je suis frustrée, l'action que je vais mettre en œuvre pour calmer mon émotion, normalement, devrait être différenciée. D'où vraiment l'importance de situer finement ces émotions pour savoir ensuite sur quoi je dois agir. L'exemple de la joie également, l'orgueil, la vanité, la valorisation, l'excitation, ce ne sont pas tout à fait les mêmes émotions que la joie, et tout en étant proches. D'où qu'on a besoin d'un vocabulaire pour les discriminer et les situer. Donc je fais un rappel encore une fois parce que identifier, ce n'est pas ruminer. C'est pas se perdre dans la tête en disant oh là là, mais je me suis mal comportée, je me sens mal là-dessus, qu'est-ce qui se passe, là je me sens un peu agacée, voilà. C'est pas ruminer, non. Là on va pas sortir, mais c'est de l'analyser, de l'identifier, de comprendre le message. Prenons l'exemple de la honte. Si je ressens de la honte, une émotion sociale quand même importante pour la régulation des interrelations. Si je ressens de la honte, j'ai peut-être dit quelque chose à quelqu'un qui n'était pas adapté, ou j'étais hors des normes. Si je réprime ce message, je vais peut-être pas aller m'excuser, peut-être je vais l'éviter. Et donc, je passe à côté d'une information qui me permet de réguler la relation et d'utiliser mon émotion de manière stratégique dans l'interrelation, dans l'exemple que je viens vous donner. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier chez l'autre? Parce que c'est bien les composantes, on est à l'intérieur de nous-mêmes, donc on sent qu'il y a quelque chose au niveau physiologique qui se passe, on voit aussi, on a des petites pensées dans notre tête, mais qu'est-ce qu'on peut faire chez autrui? Donc, chez autrui, il y a tout un élément autour de la lecture du non-verbal, les gestes, la posture, la tonalité de la voix, donc il y a tout ce côté-là. Mais on fait une lecture du visuel. Donc on ne peut pas être sûr pour vérifier en quelque sorte l'émotion qu'on croit que l'autre a. On peut utiliser la communication. Et la communication, je vais faire un tout petit point là-dessus. C'est la première étape, vraiment, c'est accuser réception de l'émotion de l'autre. C'est pas dire à l'autre, mais il n'y a rien. Là, je cherche mon mot. Merci. On nie complètement l'émotion de l'autre. Alors, un autre exemple, c'est on peut dire, mais calme-toi. Là, on nie pas, c'est déjà mieux. Mais on lui dit, calme-toi. On ne va pas chercher qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel chez l'autre. Mais c'est déjà, on accuse réception, j'ai entendu, mais calme-toi. Ok. Pour vraiment accuser réception, on peut aussi dire « Ah, j'entends, tu es triste. Ah, j'entends ta colère, je la ressens. » Ça, c'est une première étape. Du coup, l'individu se sent entendu. Et après, donc, on a toutes les techniques de la communication qui sont, d'un côté, l'écoute active, avec questionner, reformuler, cadrer. Donc, questionner, vaut mieux poser des questions ouvertes. C'est les techniques de la communication un peu classiques. Vaut mieux poser des questions ouvertes et pas des questions fermées du type « oui, non ». Une chose. Reformuler aussi, c'est important, parce que ça montre à l'autre qu'on entend ce qu'il dit et en plus, on peut vérifier si on a compris ce qu'il a dit. Cadrer aussi, une compétence dans la communication de l'écoute active intéressante. Ça consiste à quoi? Ça consiste à
faire préciser à l'autre les évidences de son discours et à le ramener pour aller plus en détail dans certains éléments. Et puis, un dernier point que je relève, c'est prendre une attitude positive et engagée, notamment via les techniques de la communication empathique. C'est aussi oser des fois à reformuler l'émotion de l'autre. Qu'on entend, qu'on voit dans son discours, c'est aussi oser la reformuler. Donc, je ne vais pas aller plus en détail parce que ce n'est pas une conférence exactement. Donc, on a vu la première compétence émotionnelle qui est identifiée. C'est la première chose pour analyser face à une situation émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce que je ressens? Et voir aussi chez l'autre qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, une compétence également pour analyser la situation, c'est de comprendre. Comprendre via différents éléments. On peut comprendre via les conséquences sur les pensées, les comportements. Par exemple, je pense ça, on le connaît tous bien. On a un collègue avec qui on a du mal à travailler ensemble. Avant d'aller à notre réunion, on se dit « Oh là là, mais ça va être encore ennuyeux, je vais passer encore 1 heure et je vais encore perdre du temps. » Et si on se dit ça, déjà, on ne va pas de manière très favorable à cette réunion. Donc là, on a tout à fait l'effet d'une émotion sur notre pensée, sur nos comportements. On y va en reculant. Et donc, je ne vais pas aller plus en détail de ce point. Par contre, on a 2 autres éléments qui nous aident à comprendre les émotions. C'est les dimensions de l'émotion et les déclencheurs qu'on a déjà vus lors de la définition de l'émotion, avec des éléments externes et des éléments internes. Donc, on va les reprendre. Comprendre via les dimensions, c'est quoi? L'émotion, les émotions telles que décrites par les chercheurs, on les situe sur 3 dimensions. La première, c'est la valence. On peut dire plus simplement le caractère plaisant ou déplaisant d'une émotion. La joie, c'est plutôt une émotion plaisante. La colère, plutôt déplaisante. Et cela a un effet sur mon comportement. Si je suis dans un état émotionnel déplaisant, j'ai plutôt une tendance à me replier ou à être en retrait, à pas trop investir les relations. Alors que si je suis dans un état émotionnel plutôt plaisant, je vais être plus dans l'approche de l'autre, dans la construction, dans l'investissement et l'exploration de mon environnement. Alors ça, c'est un premier élément de compréhension. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est plutôt déplaisant ou plaisant? Et est-ce que j'ai du coup plutôt une approche ou plutôt un retrait au niveau de mon comportement? L'autre élément dont on a déjà parlé, c'est l'intensité. Est-ce que j'ai une émotion d'une forte intensité ou est-ce qu'elle est plutôt faible? Plus elle est forte, plus la probabilité d'activer la première tendance à l'action est élevée. Zidane a dû avoir une très forte colère pour arriver à ce comportement. Et enfin, il y a aussi la dernière dimension, c'est le contrôle. Et le contrôle, c'est pas le contrôle qu'on a sur notre émotion, mais c'est le contrôle qu'on va croire avoir sur la situation et les conséquences possibles de la situation. Si je me crois dans une situation incontrôlable, ce ne sont pas les mêmes émotions qui vont être activées que si je crois que la situation est contrôlable. Bien sûr, ce n'est pas aussi schématique et souvent on a des éléments à la fois contrôlables et incontrôlables dans les situations, mais c'est un premier indicateur. Donc je vous ai remis le cercle que vous avez déjà vu tout à l'heure et les collègues de Genève, ils ont fait une étude pour situer les émotions selon ces différentes dimensions. Je voulais encore ajouter quelque chose. J'ai dû masquer le slide hier dans le train. En fait, ce qui est quand on a des éléments contrôlables ou incontrôlables, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? C'est que si les situations sont incontrôlables, là, généralement, ça aide de faire de la relaxation pour calmer directement l'émotion. Alors que si on a des éléments contrôlables de la situation, là, on peut vraiment développer des plans d'action et agir dessus. Par exemple, au travail, on a un ascenseur terriblement lent
c'est un élément incontrôlable que je affronte presque tous les matins. Et ça m'énerve. Mais en même temps, je le prends maintenant au fur et à mesure comme un moment où je peux me relaxer, je respire, et puis il arrive, et puis si je suis 2 minutes plus tard au bureau, c'est pas très grave. Donc c'est vrai, on a des stratégies, on le verra dans la deuxième partie, différentes selon les éléments de la situation. Donc maintenant, un moment sur les déclencheurs. Les déclencheurs externes et internes. Qu'est-ce que ça nous apporte de différencier ces déclencheurs? C'est que on ne peut pas toujours agir sur les déclencheurs externes, mais souvent on peut jouer aussi sur les déclencheurs internes. On a plus de marge de manœuvre sur les déclencheurs internes. Rappelez-vous en introduction, on a dit que le déclenchement de l'émotion est dû non pas à la situation elle-même ou à l'événement elle-même, mais à la perception que nous avons de cet événement. Et c'est notamment quand on parle des déclencheurs internes et de marge de manœuvre pour agir sur les déclencheurs internes, c'est à ce moment-là du processus émotionnel que ça intervient. Pour vous donner quelques exemples des déclencheurs qu'on trouve dans la littérature selon les émotions, parce que les émotions ont des déclencheurs spécifiques. La colère, elle est généralement générée par de la frustration, une injustice qu'on subit, une humiliation, le manque de respect ou la non-satisfaction d'un besoin. J'ai eu un besoin de reconnaissance, ça n'était pas reconnu à ce moment-là, donc ça me met un peu de colère. Pour la joie, on a d'autres déclencheurs. On est satisfait d'un but, on a atteint quelque chose, on a satisfait un besoin. La peur, le déclencheur, c'est généralement une menace dans l'environnement, un danger. Et la honte, généralement le déclencheur, c'est généralement un échec, une transgression d'une norme. C'est généralement en public aussi qu'on subit cela et ce qui fait du coup qu'on a de la honte. Et aussi, c'est des remarques, des éléments comme ça. Et je pourrais vous faire la liste pour chaque émotion. Ce qui est intéressant, c'est que ces déclencheurs sont spécifiques aux émotions. Et c'est ça qui va aussi nous permettre de comprendre qu'est-ce qui m'a mis dans un état émotionnel pareil. Donc, ce premier pôle de compétences, donc de compétences émotionnelles analytiques, nous permet en quelque sorte de faire un tri à plat de la situation. Je la pose et je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ça m'a déclenché cette émotion-là, ça a été déclenché par tel ou tel élément. Et c'est qu'une fois on a fait cette analyse, qu'on va pouvoir travailler de manière stratégique. Donc, d'où maintenant la partie des compétences émotionnelles stratégiques, avec les 3 compétences, réguler, exprimer de manière intentionnelle et utiliser les émotions. Donc, qu'est-ce que c'est la régulation? Quand est-ce qu'il faut réguler? Comme nous l'avons vu chez Darwin, avec les rouages neurobiologiques des émotions, les émotions sont un système archaïque, un système très ancien. Et ça a été très bien que ça a été développé comme ça. Parce que si vous êtes, par exemple, face à un ours, ce qui nous arrive de moins en moins aujourd'hui, on n'avait pas le temps de réfléchir pendant quelques heures, mais quel comportement est-ce qu'il faut que j'adopte? Est-ce qu'il faudra que je fuis par la gauche ou la droite? Ou faudra-t-il que j'arrête de bouger? Donc, c'était très bien d'avoir un système émotionnel très puissant qui agit très très vite. Mais aujourd'hui, dans notre société, c'est peut-être moins adapté. D'où qu'aujourd'hui, on a vraiment cette capacité de régulation acquiert un intérêt tout particulier. Et il a lieu, juste au passage, bien sûr, dans notre préfrontal. Ça passe par la voie longue, c'est là qu'on va pouvoir vraiment réguler. Donc, quand est-ce que nous avons besoin de réguler? Premièrement, c'est lorsque nos émotions ne sont pas fonctionnelles pour nous-mêmes, pour les autres, ou par rapport à notre rôle. Dire si j'arrive à une rupture de la communication avec quelqu'un, là, c'est pas fonctionnel. Si pour réguler mes émotions, je me mets à travailler 20 heures par jour, ce n'est pas fonctionnel. Et aussi, donc ça, c'est le côté quand ils ne sont pas fonctionnels
pour nous, pour l'autre, ou par rapport à notre rôle, ce qui est important aussi dans le cas du management. L'autre élément, c'est que quand ils ne sont pas en accord avec les règles d'expression émotionnelle, notamment les normes de milieu et les aspects culturels. Qu'est-ce qu'elle vise, la régulation? La régulation, elle va nous permettre de travailler le type de l'émotion. Par exemple, je suis dans un état triste, ça va vraiment pas. Je peux m'engager dans des activités plaisantes. Je peux appeler une amie, un collègue, parler, chercher du soutien social, et au fur et à mesure arriver à un état émotionnel beaucoup plus plaisant. Là, je joue sur le type de l'émotion que j'éprouve. C'est une première visée de la régulation émotionnelle. Ensuite, je peux réguler l'intensité, ce qui est notamment en entreprise une visée de la régulation assez importante. C'est que moi, je sais, j'ai trop tendance souvent à montrer ma joie. C'est pas très accepté dans l'entreprise où je travaille. Alors, on me regarde des fois bizarrement et j'apprends au fur et à mesure à l'exprimer un peu moins. Toutefois, quand même, je garde ma joie. Après, on peut aussi réguler l'évolution temporelle d'une émotion. C'est-à-dire, les émotions, on en a différentes au cours de la journée. Et les émotions durent aussi. Si j'ai une énorme colère, c'est pas 2 minutes plus tard, je vais plus être en colère. Mais ça va être au fur et à mesure, ça va évoluer vers la baisse. Et c'est ce enjeu temporel qui est aussi une visée de la régulation. C'est par exemple, si le matin je me réveille et j'ai une expérience désagréable au petit déjeuner, si après je vais au travail, je suis peut-être dans un état émotionnel moins gai, que du coup, ça affecte ma manière d'interagir. Donc c'est aussi veiller comment il évolue au cours du temps, les émotions. Et enfin, on peut aussi réguler la composante. On en a pas mal parlé aujourd'hui de cette composante, mais on peut carrément les réguler. Je reprends l'exemple. Si je vais à une réunion et je me dis « Oh là là, c'est encore avec ce collègue-là. Je vais encore perdre mon temps. » C'est terrible. Là, déjà, au niveau de ma pensée, je me mets dans un état émotionnel qui n'est pas favorable à cette réunion de travail. Donc, je peux aussi réguler ma pensée et me dire « Ok, ce collègue, il est tel qu'il est, mais il a aussi des compétences. Et ces compétences me sont utiles pour la réalisation de ma tâche. Et le challenge de cette réunion, ça va être qu'on met ensemble nos compétences et qu'on fait ce qu'on a à faire. » Et là, j'y vais avec une émotion beaucoup moins marquée. Aussi, juste parce que je ne vais pas le relever ailleurs, la composante physiologique. Quand on a une émotion de forte intensité notamment, elle se manifeste au niveau physiologique. On a une inondation de notre corps par des neurotransmetteurs, l'activation de tout plein de systèmes. Alors il faut aussi la réguler. Et des fois, prendre quelques respirations. En termes physiologiques, ça active notre système orthosympathique. C'est un système dans notre corps qui est là pour baisser tout ce qui est accélération du cœur, il va la baisser. Le rythme respiratoire, il va s'apaiser. Donc, respirer des fois, 2-3 fois, une grande inspiration et une grande expiration, ça apaise toute la partie physiologique. Donc cela pour la régulation. Puis, on peut aussi réguler de manière intentionnelle notre expression. C'est notamment pour adapter notre expression émotionnelle aux normes et cultures de notre entreprise, de la société dans laquelle on vit. Notamment, je reprends mon exemple de la joie. Je l'exprime, mais de manière adapté. J'ai un sourire, voilà. Mais je ne vais pas sauter dans tous les sens. La colère, je ne vais peut-être pas frapper avec la main sur la table, mais je vais apaiser et exprimer ça de manière un peu plus, pas neutre, mais
un peu moins marquée. Donc on peut exprimer intentionnellement. Ce qu'on observe généralement, c'est que si on a des gestes ouverts plutôt vers le haut que vers le bas, quand on a on ne barricade pas comme ça les bras, on a une relation plus ouverte avec l'autre. On a une ouverture. Et on l'observe vraiment parce que si on a dans la discussion, on peut l'essayer des fois, on a l'interlocuteur, ça nous prend un peu la tête, et puis on ferme les bras comme ça, on se met un peu en arrière, et on va observer que, en fait, il commence à être peut-être moins rapide dans ce qu'il dit, il réfléchit, qu'est-ce qui se passe dans la relation, et on peut utiliser vraiment l'expression de manière intentionnelle. Et puis juste un petit point, ce qui peut des fois prêter à confusion dans les interrelations, c'est cette juste distance interpersonnelle qu'un chercheur a étudiée. Et notamment, on a des distances selon qu'on est dans un cadre intime, un cadre amical ou un cadre dans un public. Et ces distances varient. Et ces distances varient selon la culture. Donc des fois, dans certaines cultures, la distance qui est en France appelée intime, c'est juste la distance en fait du public. Et des fois, on se sent agressé parce que l'autre, en fait, il est trop proche, mais ça appartient à sa culture. Donc c'est aussi à prendre vraiment en compte ces compétences culturelles, ces éléments culturels, cette variabilité. Un dernier point sur l'expression émotionnelle intentionnelle, c'est quand même faire attention à la cohérence. Bien sûr, on peut exprimer de manière intentionnelle une émotion, on le voit dans le théâtre ou des choses comme ça, mais quand il y a incohérence entre le verbal et le non-verbal, on le détecte très facilement. Donc, réguler de manière intentionnelle son expression, mais jusqu'à un certain point. Notamment, pas jusqu'au point jusqu'à neutraliser l'émotion. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on neutralise carrément son expression émotionnelle? Je neutralise en face de mon collègue qu'il m'agace. Je neutralise face à mon collègue que c'est un plaisir de travailler avec lui. On observe dans les recherches, notamment longitudinales, où on suit les personnes à travers des années, on constate que cette neutralisation a des conséquences assez néfastes. On va avoir une baisse de la satisfaction, du bien-être au travail. Ça peut aller carrément jusqu'à avoir des maux de tête. Donc ça atteint un côté physiologique. Et puis à l'extrême, on a vraiment l'épuisement émotionnel. On peut arriver au burn-out. Et donc ça a un sens quand même de prendre tout ça en compte. Donc maintenant juste un slide sur la dernière compétence émotionnelle stratégique, qui est donc la capacité à utiliser son émotion. On peut utiliser l'émotion dans différents domaines. Par exemple, le traitement de l'information. Les études nous montrent que si je suis dans un état émotionnel plutôt triste, plutôt déplaisant, je traite l'information de manière beaucoup plus approfondie. Je vais dans le détail. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, pourquoi on va dans le détail? Parce qu'on va essayer de trouver plein d'éléments qui peuvent nous ramener à un état émotionnel plus plaisant. Alors, quand je dois lire un texte, travailler un article, c'est pas mal d'être un peu triste. Les émotions plaisantes, on va plutôt avoir un traitement de l'information très global. Donc on ne va pas dans le détail, notamment pour ne pas choper des éléments qui peuvent nous emmener à un état déplaisant. Donc la prise de décision, on l'a vu, faites attention à l'intensité, peut-être faire d'abord une promenade pour baisser l'intensité des émotions avant de prendre la décision. On peut utiliser l'émotion comme moteur d'action, se mettre dans un état émotionnel qui nous permet d'agir, d'affronter quelque chose. Souvent on a cela avec, quand on a une tristesse, les gens passent généralement par une colère qui leur permet de mobiliser l'action. Parce que la tristesse, on est dans un repli, dans un isolement, et la colère, ça va nous permettre de sortir de là, parce qu'elle active
Vraiment, elle nous prépare à l'action. Donc on peut jouer aussi là-dessus, voir quelle émotion me faut-il pour agir. Et puis, ça nous permet aussi de créer de la relation. La joie ou des éléments comme ça, ou même la colère, c'est contagieux. Donc, utiliser l'émotion pour créer de la relation est également un atout et une compétence intéressante. Et je ne vais pas faire toute la liste à cause du temps. Donc maintenant qu'on a vu vraiment une grande partie assez théorique, on peut regarder un peu qu'est-ce que concrètement au quotidien on peut faire. Et donc il y a deux sous-chapitres. D'un côté le travail sur soi et de l'autre côté le travail sur son rôle et l'organisation à laquelle on appartient. Donc pour soi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre 5 minutes par jour, ou peut-être si c'est un peu beaucoup, on peut dire 5 minutes par semaine. Et on se pose et on décrit une situation émotionnelle qu'on a vécue. On la décrit dans ses éléments, tout simplement. Et puis, on regarde pour identifier ces émotions. Quelle émotion est-ce que j'ai ressentie dans cette situation? Quelles émotions l'autre a pu ressentir dans cette situation? Puis on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Des éléments de la situation et mes déclencheurs internes. Qu'est-ce qui est arrivé? On fait le tri à plat. On regarde les conséquences des émotions sur nous, les autres, sur la situation. Est-ce que les objectifs que je m'étais fixés, est-ce que j'ai pu les atteindre ou est-ce que l'émotion m'a complètement brouillée? Donc c'est cette première partie des compétences analytiques où on fait vraiment l'analyse de la situation. Et c'est ensuite, on peut commencer à questionner les stratégies de régulation qu'on a mis en œuvre. Là, j'étais énervée contre mon collègue. Au lieu de dire quelque chose, je l'ai évité pendant 3 jours. Est-ce que c'était efficace ou pas? Est-ce que c'est en rapport avec mon rôle? Je vais voir mon assistante, elle est au téléphone, je veux qu'elle fasse quelque chose pour moi, et ça m'énerve qu'elle est au téléphone, et en fait, je me dis, vaut mieux faire les choses moi-même. Est-ce que c'est efficace par rapport à mon rôle? Et prendre chacune des stratégies qu'on a mis en œuvre dans cette situation et la questionner sur son efficacité, c'est la première ouverture. Et ensuite, faire un peu jouer sa créativité, réfléchir, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Et là, vraiment faire l'inventaire. Comme on a vu dans le processus de décision, d'abord faire la génération des idées, chercher toute solution possible. Même des fois, ça peut sembler aberrant, mais c'est pas grave. On ouvre, on prend toutes les solutions possibles, et ensuite on re-questionne ces stratégies qu'on a générées, qu'on a trouvées, sur l'efficacité par rapport à soi, par rapport à son rôle, par rapport à l'autre. Et c'est ce premier travail, déjà, qui nous permet de prendre conscience, à froid, parce qu'on le fait pas sur le coup. La situation, elle est généralement passée, on le fait un moment plus tard. Donc, on prend du recul, et en plus, on ouvre l'éventail des stratégies possibles pour la prochaine fois. Et enfin aussi, je peux me poser la question sur l'utilisation de mes émotions. Quelles sont les émotions favorables ou défavorables à la réalisation de l'activité que je dois faire, comme par exemple dans la prise de décision. Et je pense, et on est en train de l'étudier dans le cadre des recherches que je mène actuellement, c'est ce questionnement au quotidien qui va permettre au fur et à mesure qu'on peut le faire à chaud dans la situation. Et les moments de débrief, ils deviennent de plus en plus courts. Donc ça, je le saurai dans 1 an quand j'aurai mes résultats de mes recherches. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire concernant l'organisation, l'institution? Donc ce qu'on disait déjà à certains moments, c'est notamment questionner mes émotions et les stratégies de régulation que j'utilise par rapport à mon rôle. Est-ce que par rapport à mon rôle de manager, que je gère une équipe, que je représente l'institution, est-ce que ces émotions, ces stratégies sont-ils efficaces? Aussi par rapport à la stratégie de l'entreprise. Est-ce que je la diffuse, je sais pas, diffuse. Oui. Est-ce que je suis supporteur? Comment je la diffuse? Et puis, bien sûr, aussi questionner par rapport aux règles et normes du milieu.
quand est-ce qu'il faut l'exprimer, quand est-ce qu'il ne faut pas l'exprimer. Bien sûr, en veillant à ne pas trop neutraliser. Donc, un dernier point où c'est un peu une discussion et un échange qu'on a eu ici et aussi que j'ai avec mes équipes de chercheurs, c'est que, ok, les compétences émotionnelles, c'est bien. Ça peut nous aider à augmenter notre efficacité, à préserver notre santé, notre bien-être, aussi vis-à-vis de l'autre. Mais où est-ce qu'elle est la frontière avec la manipulation ? Et j'ai trouvé ma réponse à moi-même, mais je pense que c'est une question à méditer. Pour moi, la manipulation, c'est quand j'utilise mes compétences pour amener à faire quelqu'un ce que je veux qu'il fasse. Et ça, c'est vraiment pas pour moi de l'ordre des compétences émotionnelles. L'ordre des compétences émotionnelles, c'est pour prendre conscience, aider l'autre à prendre conscience de ce qui se passe, à ouvrir l'éventail des stratégies possibles. Parce que des fois, on est dans une situation où on ne sait pas quoi faire. Et c'est là où, quand on échange avec quelqu'un, on ouvre les perspectives, on trouve d'autres stratégies. Et pour moi, c'est là où vraiment les compétences émotionnelles prennent un poids. Ils sont une performance et sont efficaces. Mais c'est vrai que la frontière à la manipulation est fine. Voilà. Et en tant que bonne chercheuse, je me permets de lancer à la fin de cette conférence un appel à participation. C'est que je mène une recherche sur les compétences émotionnelles dans le management et si vous avez envie d'y participer, c'est remplir en fait un questionnaire. Ça dure 3/4 d'heure, 1 heure. Donc je me permets de vous laisser mes coordonnées. Et je vous répondrai et je vous enverrai ces documents et aussi bien sûr pour toute autre information. Et je vous remercie grandement pour votre attention. Merci beaucoup.